Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de ce livre qui vient de paraître, L'Iran, une puissance au mouvement. Et nous sommes avec l'auteur Thierry Coville, chercheur à l'IRIS. Alors Thierry, tu as écrit ce livre et dès le départ, tu dis que dès qu'on évoque l'Iran, on a l'impression que les passions prennent le dessus et que la discussion évolue entre partisans et adversaires, mais moins sur l'étude réelle de l'Iran. Oui, alors ça, je me suis retrouvé confronté moi-même depuis le début que je travaille sur l'Iran, à tel point que c'est vraiment gênant parce que dès qu'on a un discours qui sort des clichés habituels sur l'Iran, on vous met dans un camp et ça vous délégitime. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à dire ça, c'est que chacun peut avoir son avis sur l'Iran, c'est pas la question, mais c'est au moins qu'on soit d'accord sur un certain nombre de faits, qu'on ait quand même une représentation de la situation la plus exacte possible, même si c'est difficile. Ensuite, je laisse les opinions s'exprimer, mais qu'on passe pas tout de suite au jugement de valeur, quoi. Tu dis dès le départ que la base du régime, c'est autant, voire plus, le nationalisme que l'aspect religieux. Oui, alors ça, c'est parmi les erreurs qu'on commet sur l'Iran. C'est bon, ils sont quand même là depuis plus de 40 ans. Ils sont toujours solides. Ça fait 40 ans que certains attendent que la République islamique s'effondre. Et je pense que, sans le dire ouvertement, très clairement, parmi les sources de légitimité qu'ils utilisent, il y a le nationalisme. Je pense que alors, c'est pas difficile de le mesurer, mais c'est beaucoup plus le nationalisme qu'on va dire que l'islamisme. Bon, c'est pas nouveau. Je pense que ce qui a déclenché ça, c'est la guerre Iran-Irak. Pour tenir 8 ans de guerre, tout de suite, l'ayatollah Khomeini à l'époque a changé son discours. Surtout qu'à l'époque, personne n'avait condamné l'agression irakienne. L'Iran était seul. L'Iran était vraiment seul. Effectivement, donc l'ayatollah Khomeini et les dirigeants de la République islamique d'Iran étaient puisés dans le nationalisme iranien. Alors ils l'ont mélangé avec des références islamiques à la martyrologie chiite, mais c'est d'abord beaucoup plus le nationalisme. Et on le voit bien dans la façon dont ils gèrent l'Iran. Les gens, il y a une société de plus en plus moderne en Iran. Les gens veulent des résultats, veulent que la société soit gérée par exemple en s'appuyant sur la compétence. Et derrière le discours entre guillemets islamique, qui est une obligation, parce ils ont fait une révolution islamique, c'est souvent des questions de compétences, de résultats, d'efficacité, et aussi dans la politique étrangère de l'Iran, on y reviendra, c'est ce qui compte avant tout, c'est la défense du territoire national, donc c'est le nationalisme. Alors par rapport aux femmes, il y a des reculs par rapport à la période pré-79, notamment l'âge de mariage qui a été profondément abaissé, et donc un statut des femmes mineures que l'on entend, mais en même temps une transition démographique et un accès à l'éducation quasi généralisé pour les filles. Oui, alors souvent par exemple, quand on compare avec ce qui se passe actuellement en Arabie Saoudite, parmi les chercheurs, on a tendance à dire que ce qui se passe en Iran pour la révolution, et c'est un paradoxe, c'est une modernisation par le bas, en opposition à la modernisation par le haut tentée par Mohammed Ben Salman ou par le Shah avant la révolution. Et c'est ça qui est spectaculaire en Iran. Alors avec aussi des éléments qui sont propres au régime, et ça, bon, il faut bien le reconnaître, et comme tu le dis, c'est l'ouverture du système éducatif à la population la plus large possible, notamment aux femmes. Et on voit dans les chiffres que je donne de taux d'alphabétisation, de la part des femmes généralisée. Oui, de la part des femmes dans l'éducation supérieure. Je crois qu'au moitié, maintenant, on a entre 40 et 50% d'étudiants filles. Donc pour nous, en France, en Occident, bon, ça veut rien dire. En Iran, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire des futures générations qui sont quand même complètement différentes. Donc on a une profonde évolution des mentalités en Iran, et c'est là où c'est compliqué. Il y a eu un effort d'éducation, des investissements dans l'éducation, en termes de sécurité sociale, qui ont été faits par le régime. Donc c'est un mélange entre, effectivement, la population qui se saisit des opportunités, qui se modernise, et le régime, quelque part, qui a accompagné également cette modernisation. Alors tu parles aussi de présidents plus réformateurs, même s'ils n'ont pas tous les pouvoirs en Iran, et notamment après le 11 septembre, il y avait un rapprochement, le 11 septembre 2001, un rapprochement entre l'Iran et les États-Unis, l'Iran qui aide les États-Unis à lutter contre les talibans, et là on sent qu'il y a une opportunité qui a été quand même manquée par George Bush. Ah oui, ça c'est... alors c'est pas dans le mainstream des médias. Il y a un extraordinaire documentaire de la BBC qui en parle, que je cite, je crois. Oui. Et c'est impressionnant, parce que quand même, l'Iran, là on voit le pragmatisme, le recours au nationalisme. L'Iran, qui est quand même considéré comme l'ennemi quasi officiel des États-Unis, décide de les aider dans leur guerre en Afghanistan. Et ce qui est quand même pas rien. Donc il leur donne des informations, je crois, sur les bases des talibans, les informations qu'ils ont. Et ce qui casse. Et je pense que là, il y a une ouverture de l'Iran. Je pense qu'il est en train de se passer quelque chose. Je crois que à l'époque, c'est Ratami qui est président de la République. Donc il peut se passer des choses. Et alors là, on voit
la relation Iran-États-Unis, c'est des occasions manquées de chaque côté. Là, les États-Unis manquent sans doute quelque chose en mettant l'Iran dans l'axe du mal. 3 mois après, enfin, Voilà. discours de janvier de George Bush, Alors et l'Iran est dans l'axe du mal avec l'Irak et la Corée du Nord. Alors qu'ils viennent d'aider concrètement les États-Unis dans leur guerre en Afghanistan. Tu es très sévère pour les Européens après la rupture par Donald Trump de l'accord sur le nucléaire. Les Européens disent qu'ils veulent maintenir l'accord, mais ils ne parviennent pas à finalement conserver les échanges économiques et finalement ils suivent bon gré mal gré l'interdiction d'avoir des relations économiques avec l'Iran après la rupture par Donald Trump de l'accord nucléaire. Oui, alors je suis toujours un peu gêné parce que moi je crois en l'Europe hein, en tant que citoyen, etc. Alors j'essaye de laisser ça de côté parce que c'est ça que quand on a un problème, je pense notamment en France, c'est de temps en temps il faut peut-être parler de la réalité. Donc cet accord, évidemment on l'a signé, on n'en est pas sorti, je pense que c'est la moindre des choses qu'on pourrait faire, mais quand j'entends dire qu'on a soutenu officiellement, le président de la République, Emmanuel Macron, a dit oui, on a soutenu l'accord, il faut le dire aux Iraniens. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On n'a rien fait. Donald Trump, quand il est sorti de l'accord en mai 2018, a réimposé les sanctions contre l'Iran. Il a dit carrément à toutes les entreprises du monde, vous n'avez plus le droit de faire du commerce avec l'Iran, autrement vous n'avez plus accès au marché américain. Eh bien, on s'est tué. Alors, moi, je suis le premier à reconnaître que économiquement, c'était compliqué à l'époque. Sans doute, c'était rentré dans une bataille commerciale avec Donald Trump. Mais arrêter de tenir ce double discours comme quoi on a soutenu l'accord. Concrètement, on n'a rien fait. Et on a quand même laissé l'Iran et des millions d'Iraniens tomber dans la pauvreté. Donc ça, ce sont des faits. Là, de ce côté-là, j'espère que ça va changer, mais on ne peut pas dire que l'Europe était très, très efficace. Tu ne crois pas trop à la théorie de l'arc chiite mis en place par l'Iran, mais tu reconnais que le Hezbollah est un acteur clé pour la profondeur stratégique que l'Iran veut se donner. Oui, alors je critique beaucoup, mais ce qui me gêne un peu, on en revient à ce que tu disais au début, c'est les côtés clichés. Donc l'Iran, révolution islamique, théocratie, et qui essaye d'envahir la région avec un arc chiite, comme s'il voulait faire la révolution islamique partout. Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a un régime qui tient beaucoup plus sur le nationalisme, qui a une vraie politique étrangère, qui a différents objectifs. Je pense que le premier objectif, c'est et on retrouve des objectifs même du régime précédent, c'est la défense du territoire national. Ils ont été quand même complètement traumatisés par cette attaque de l'Irak de Saddam Hussein. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient seuls, que les Nations Unies, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec le droit international, les Nations Unies n'ont rien dit, n'ont jamais condamné l'attaque de Saddam Hussein. Donc leur idée, c'est que on peut compter sur personne, on peut compter que sur nous-mêmes, et il faut éventuellement créer une arme de dissuasion. Alors c'est un problème balistique, et c'est éventuellement l'arme nucléaire. Donc il faut bien voir d'où ça vient. Donc ce que j'essaye de montrer, c'est bien les différents objectifs de la politique étrangère iranienne. Donc effectivement, il y a la défense du territoire national. Je ne nie pas qu'il y a des liens qui ont été créés avec les différentes communautés chiites dans la région. Mais c'est là où l'Iran est assez pragmatique, il s'adapte. Quand il y a une communauté chiite, ils bâtissent des alliances. D'un autre côté, ils n'essayent jamais d'imposer leur système politique. Je crois, il faudrait vérifier, mais je crois que le Liban, c'est le seul pays où officiellement le Hezbollah est assez d'accord avec le principe de velayet fari iranien, mais d'un autre côté, le Hezbollah est devenu un parti comme un autre dans le jeu politique libanais. Donc il n'y a pas un seul endroit, même en Irak, où il parle d'imposer le système politique iranien. Donc il s'adapte, mais je ne nie pas qu'il crée des alliances, mais c'est peut-être la différence avec l'Arabie saoudite, c'est que sans dépenser beaucoup d'argent, ils arrivent à créer des alliances, à instrumentaliser ces alliances dans un certain sens. Effectivement, ça sert les objectifs de leur politique étrangère. Je résume, mais si tu veux, dans leur politique étrangère, ces liens avec ces groupes chiites, c'est aussi une manière de dire, si vous nous attaquez, avec ces liens qu'on a avec ces différents groupes chiites, souvent puissants et armés, on est capable de créer de gros problèmes dans le Moyen-Orient. Donc on en revient toujours à cette politique de dissuasion, et une politique qui prend d'abord en premier objectif la défense du territoire national. Dernière question, même si on retrouvait un accord avec les Américains, tu doutes quand même que l'actuel président Ibrahim Raïssi soit capable de mettre en œuvre des réformes pour réellement moderniser l'économie iranienne? Ah oui, alors ça c'est un autre problème de l'Iran. Bon, on voit ça dans plein de pays, mais il y a beaucoup de clientélisme en Iran. Il y a une économie politique, donc très clairement, il y a un lien entre l'économique et le politique en Iran. Donc le régime essaye de soutenir économiquement, on va dire, des clans qui le soutiennent, comme les Pasdaran, je parle des fondations. Donc il y a un mélange entre économie et politique. Très clairement, on va dire, la mouvance Raïssi est très liée à ces clans et ce qu'on appelle le secteur parapublic iranien, c'est-à-dire les Pasdaran et les fondations.
Je crois qu'il y a même son directeur de cabinet qui était un ancien directeur d'une grande fondation en Iran. Donc c'est pour ça que je dis, il va pas remettre en cause l'économie politique de l'Iran à un moment où il y a une crise économique, etc. Donc autant, je pense qu'il compte toujours sur un accord avec les États-Unis, qui permettrait quand même d'améliorer la situation économique iranienne. D'un autre côté, il ne faut pas attendre des grandes réformes structurelles qui perturberaient l'économie politique de la République islamique d'Iran. Merci Thierry, je recommande vraiment très vivement la lecture de ce livre, L'Iran, une puissance en mouvement, c'est édition Erol, un petit bouquin qu'on lit vraiment très rapidement et qui permet de sortir des clichés sur l'Iran. Merci.